À Noël, ma famille m'a ignoré. Leurs mots cruels étaient mes seuls cadeaux. Ma mère, te garder est une habitude. Ma sœur, tu ne es pas à notre niveau. Je suis parti. Le 2 janvier, un colis les a fait paniquer. Ils ne pouvaient plus me joindre. Mon nom est Aurélie Dubois. J'ai 31 ans. Et le matin de Noël, mon père a distribué des cadeaux à toutes les personnes présentes dans la pièce, sauf à moi. Il se tenait devant le sapin comme un roi joyeux distribuant des faveurs aux gens qu'il jugeait importants. Ma mère a reçu un bracelet en or. Ma sœur a eu une boîte Cartier et a ri avant même de l'ouvrir parce qu'elle savait déjà que ce serait cher. Même le fiancé de ma sœur a reçu un étui à montre en cuir avec ses initiales estampées. Je suis restée assise, mon café refroidissant dans ma main, attendant mon nom. Il n'est jamais venu. J'ai pensé que peut-être mon père avait oublié un paquet dans le couloir. Peut-être y avait-il une petite boîte derrière le sapin. Il n'y en avait pas. Quand j'ai finalement demandé s'il y avait eu une confusion, ma mère m'a regardé comme on regarde une tache sur un tapis blanc. Elle a dit, « Pourquoi gaspiller de l'argent pour toi ?» Puis elle a souri sans chaleur et a ajouté, « Nous te gardons seulement par habitude. » Ma sœur a penché la tête, m'a dévisagé, et a dit, « Tu n'es pas à notre niveau. » Mon père n'a corrigé aucune des deux. Il a simplement ajusté le poignet de son pull et a dit à tout le monde d'ouvrir leurs cadeaux avant que le petit déjeuner ne refroidisse. J'ai souri parce que parfois, sourire est la seule chose digne qui reste à faire quand les gens essaient de vous effacer au sein de votre propre famille. Puis je me suis levé et je suis parti. 8 jours plus tard, le 2 janvier, à 8h30 du matin, un colis a été déposé devant la porte de leur salle d'exposition. Ma sœur l'a ouvert et a hurlé. Ma mère a commencé à trembler. Mon père a attrapé son téléphone, a essayé de me joindre 3 fois, puis 6, puis 12. À 9h05, il a prononcé les mots que j'attendais depuis des années d'entendre, « Oh non, je ne peux plus la joindre. » La raison pour laquelle Noël m'a autant blessé n'était pas parce que je me souciais des cadeaux. C'est parce que ce moment a finalement arraché le dernier mensonge poli que je me racontais sur ma famille. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait mis en scène. Il y a une différence. Mon père, Richard Dubois, dirigeait une salle d'exposition de mobilier haut de gamme à Bordeaux appelée Intérieur Dubois. Il aimait dire aux gens que c'était une affaire d'héritage familial, le genre construit sur le goût, la discipline et les standards de la vieille école. Ma mère, Dana, flottait à travers les déjeuners caritatifs et les soirées galeries, disant à tout le monde qu'elle avait élevé une famille de gens raffinés. Ma petite sœur, Chloé, était le visage de la marque en ligne. Elle publiait des photos de canapés en soie, de luminaires importés et de tables dressées soigneusement mises en scène avec des légendes sur l'élégance intemporelle. De l'extérieur, ils avaient l'air soignés, prospères, intouchables. Au sein de la famille, j'étais celle qu'ils traitaient comme le figurant embarrassant. Je n'étais pas allé à la salle d'exposition. Je ne m'étais pas marié à quelqu'un de bien. Je n'avais pas construit de personnage sur les réseaux sociaux autour de mes pommettes et de mon cachemire neutre. Je travaillais dans les acquisitions commerciales et la restructuration d'actifs. En d'autres termes, je comprenais les contrats, les propriétés en difficulté, l'exposition à la dette et la différence entre avoir l'air riche et être réellement solvable. Ma famille appelait ça ma petite carrière de paperasse pendant des années. De la même manière que les gens n'accordent de l'importance à l'oxygène que lorsqu'ils sont sous l'eau. 6 ans plus tôt, lorsque l'entreprise de mon père a failli s'effondrer après une crise de financement brutale et un différend immobilier qu'il avait très mal géré, je suis intervenu discrètement. Pas parce qu'il le méritait, mais parce que je croyais encore à l'époque que si je les sauvais une fois, peut-être qu'ils me verraient enfin comme l'une des leurs. J'ai utilisé le produit d'une transaction que j'avais conclue à Nantes, j'ai acheté l'immeuble où opérait leur salle d'exposition phare via une société holding, j'ai réglé les arriérés. Négocié à la baisse leur exposition auprès des fournisseurs et garanti personnellement la ligne de crédit saisonnière qui les a maintenus à flot. Mon père a raconté aux gens qu'il avait réussi un retournement de situation miracle. Ma mère a appelé cela une bénédiction. Chloé a appelé cela la preuve que la famille finit toujours par s'en sortir. Aucun d'eux n'a jamais pris la peine de comprendre ce que j'avais réellement fait. Ils pensaient que j'aidais avec la paperasse. Ils n'ont jamais saisi que le bâtiment était à moi, le sauvetage était mien, et la raison pour laquelle leurs bougies restaient allumées chaque décembre, c'était moi. Pendant 6 ans, ils ont payé presque rien, ignoraient chaque indice que je voulais une structure appropriée, et m'ont traité comme une cousine gênante qui continuait de se pointer.
À chaque fête, j'étais assise en retard, coupée des photos, interrompue, corrigée, moquée. Noël n'était pas une cruauté isolée. C'était seulement la première fois qu'il cessait de prétendre que c'était accidentel. Et peut-être que la partie la plus offensante n'était pas ce que ma mère avait dit. C'était que mon père l'avait entendu, m'avait vue assise là, sans rien, pendant que tous les autres riaient et déballaient des choses, et avait décidé que le silence était sa réponse la plus honnête. Avez-vous déjà remarqué comme les gens qui dépendent de vous peuvent parfois vous manquer le plus de respect juste pour se protéger de l'admission de tout le pouvoir que vous avez réellement? C'était ma famille. Ils ne pouvaient se sentir supérieurs que s'ils me maintenaient petite. Le problème pour eux était que j'avais cessé d'avoir besoin de leur version de moi il y a longtemps. Ils ne le savaient juste pas encore. Je n'ai pas pleuré en partant à Noël. J'ai fait quelque chose que ma famille n'avait jamais attendu de moi. Je suis devenu calme, le genre de calme dangereux. Je suis retourné à mon appartement, j'ai enlevé mon manteau, préparé du thé, me suis assise à mon comptoir de cuisine, et j'ai écrit tout ce que j'avais couvert pour eux au cours des 6 années précédentes. Les impôts fonciers sur le bâtiment, l'assurance, les travaux d'urgence sur le toit, 2 règlements avec des fournisseurs, le renouvellement de la ligne de crédit que j'avais signée lorsque la banque de mon père était sur le point de le lâcher. Un accord d'occupation préférentielle en dessous du marché que j'avais bêtement laissé traîner année après année parce que la famille était censée signifier quelque chose. J'ai imprimé l'acte actuel. J'ai imprimé les documents de prêt. J'ai imprimé l'enregistrement de la marque intérieure du bois, que ma grand-mère m'avait cédé lors d'un transfert privé pendant la crise commerciale parce qu'elle ne faisait pas confiance à mon père pour ne pas couler le nom entièrement. Puis j'ai appelé mon avocate. Pas l'avocate de la famille, la mienne. Lundi matin, elle avait fait ce que les bons avocats font lorsqu'une requête est enfin prête à devenir paperasse. Elle l'a rendue propre, effective immédiatement. Ma garantie personnelle sur la ligne de crédit de janvier a été retirée. Avec effet immédiat, l'occupation préférentielle mensuelle des locaux phares prendrait fin dans 30 jours. Avec effet immédiat, toute utilisation de la marque intérieure du bois sans mon autorisation écrite les exposerait à des poursuites injonctives. Avec effet immédiat, toute communication devait passer par le conseil. J'ai demandé à mon avocate de mettre les documents dans une boîte cadeau blanche à l'intérieur du colis de messagerie. Elle a ri une fois quand je lui ai dit, puis elle a réalisé que j'étais sérieuse. Je l'étais. S'il voulait du symbolisme, je pouvais faire du symbolisme. Le 2 janvier à 8h30 du matin, le colis est arrivé à la porte de la salle d'exposition juste avant l'ouverture. Plus tard, j'ai appris que Chloé l'avait apporté à l'intérieur parce qu'elle supposait que c'était un cadeau de dernière minute d'un client. Elle a décollé le papier, ouvert la boîte blanche, vu les documents épinglés sous le porte-clés en laiton de la serrure principale de la salle d'exposition, et a crié pour ma mère. Dana a lu la première page et s'est assise lourdement sur un ottoman comme si ses genoux avaient disparu. Richard est sorti de son bureau toujours au téléphone avec quelqu'un au sujet d'une consultation de design pour la nouvelle année, a jeté un coup d'œil à l'entête, et est devenu pâle. Chloé m'a appelé en premier. J'ai laissé sonner. Puis ma mère a appelé. Puis mon père, puis les 3 à nouveau. À 9h05, mon avocate a envoyé un courriel pour confirmer que l'accusé de réception avait été signé, et mon père était apparemment en pleine panique, exigeant de savoir quel droit je pensais avoir. Quel droit? C'était la partie amusante. Les gens sont toujours offensés par vos limites quand ils ont bâti leur confort sur votre silence. Il m'a laissé un message vocal à la 3e tentative. Aurélie, décroche. Il doit y avoir un malentendu. Un autre message vocal 3 minutes plus tard. C'est scandaleux. Appelle-moi maintenant. Puis un de ma mère. Froid et tremblant. Tu ne fais pas ça à cause de Noël. Puis un de Chloé qui était presque drôle par la rapidité avec laquelle sa voix est passée de suffisant à désespéré. Aurélie, si c'est une sorte de coup bizarre, ce n'est pas mignon. Nous avons des clients aujourd'hui. Grant est là. Papa panique. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. J'ai écouté chaque message vocal une fois, les ai sauvegardés et les ai transférés à mon avocate. À midi, mon père a envoyé un SMS disant que le bâtiment ne pouvait pas être à moi parce qu'il avait construit l'entreprise. C'était exactement le problème. Il pensait que l'entreprise et la propriété étaient la même chose parce que pendant 6 ans, personne ne l'avait forcé à lire une ligne de ce qu'il signait. J'ai répondu avec 5 mots. Relisez attentivement les pièces jointes.
Puis j'ai bloqué le numéro. Renifle en 1 heure, Chloé avait publié une citation sur la trahison sur son histoire Instagram. Ma mère a commencé à appeler la famille élargie. Le soir, j'avais eu des nouvelles de 2 tantes, un cousin, et un ami de la famille de l'église qui voulait savoir si j'avais vraiment décidé de détruire les moyens de subsistance de mon père à cause de blessures d'amour-propre. Blessures d'amour-propre. Je me souviens avoir fixé cette phrase et pensé à quel point cela devait être pratique d'appeler 6 ans d'exploitation un coup de blues. Comment appelez-vous cela quand les gens acceptent votre argent, votre protection, votre risque juridique, votre silence, votre travail, et prennent quand même le soin de vous montrer que vous êtes inférieur à eux? Quel que soit le mot que vous choisissez, blessure d'amour-propre n'est pas assez fort. Le lendemain, ils sont venus me voir en personne, ce qui était prévisible parce que ma famille avait toujours cru que les règles étaient pour les autres. J'ai ouvert la porte de mon appartement et je les ai trouvés tous les 4 là. Mon père en par-dessus qu'il n'avait pas boutonné correctement parce qu'il s'était clairement habillé en vitesse. Ma mère avec ce sourire social rigide qu'elle arborait quand elle prévoyait de dire quelque chose de vicieux d'une voix douce. Chloé en bottes crème et furieuse. Grant se tenant un demi-pas derrière eux, ressemblant à un homme qui venait de découvrir que ses futurs beaux-parents n'étaient pas ceux qu'il croyait. Mon père a commencé à parler avant que j'aie invité qui que ce soit à entrer. Il a dit qu'il y avait eu assez de théâtre et que nous devions résoudre cela comme des adultes. J'ai demandé lesquels des adultes il voulait dire, parce que la dernière fois que je l'avais vu, il avait distribué des cadeaux de luxe à tout le monde sauf à une fille et avait appelé cela normal. Renifle ma mère m'a coupé et a dit que je transformais un malentendu familial en attaque commerciale. J'ai demandé ce qui avait été mal compris exactement quand elle a dit qu'il ne me gardait que par habitude. Chloé a levé les yeux au ciel et a dit « Et voilà ». Elle a affirmé qu'ils plaisantaient tous, que Noël était devenu tendu, que j'étais toujours si littéral, si sensible, si dramatique. Ce mot encore, sensible. Les familles comme la mienne adorent ce mot parce qu'il permet aux gens cruels de prétendre que le vrai problème est votre système nerveux. Je leur ai dit que les documents étaient valides, les délais étaient réels, et s'ils voulaient discuter d'une transition commerciale, ils pouvaient le faire par l'intermédiaire d'un conseil. Le visage de mon père a changé. Puis le masque public poli s'est fissuré, et j'ai vu l'homme en dessous, celui qui avait passé des années à avoir besoin que je sois inférieur à lui. Renifle il a dit que je n'aurais jamais ce bâtiment sans lui. J'ai dit peut-être, mais il ne serait pas non plus encore dedans sans moi. Grant a regardé Chloé. Chloé a détourné le regard. Ma mère a essayé une autre approche et a commencé à pleurer, disant que j'humiliais la famille, que les gens parlaient déjà, que les clients poseraient des questions, que ma grand-mère aurait honte. Je lui ai demandé si ma grand-mère aurait été fière du matin de Noël. Elle a dit que ce n'était pas juste. J'ai dit que le mot juste n'avait pas fait partie de cette famille depuis des années. Puis Chloé a finalement dit la seule chose qui a fait que toute la situation s'est éclaircie pour Grant. Elle a lancé que j'étais jalouse parce que je n'avais jamais été le visage de rien. Ni de l'entreprise, ni de la famille, ni de la pièce. Ça y était. Pas l'argent, pas les cadeaux, le statut. Ils avaient réduit tout à la position sociale au point qu'ils ne pouvaient imaginer aucune autre mesure de valeur. J'ai demandé à Chloé si elle savait de quelle garantie dépendait la ligne de crédit de l'entreprise ce trimestre. Elle a dit, « Papa gère les finances ». J'ai regardé mon père et je lui ai demandé s'il lui avait dit que la banque avait déjà été notifiée. Son expression a répondu avant ces mots. Chloé est devenue blanche. Grant a dit, « Attendez, quelle banque ?» Personne n'a répondu. Mon père s'est avancé et a baissé la voix comme si l'intimité pouvait remplacer l'honnêteté. Il a dit que le problème de la ligne de crédit était temporaire et que si j'arrêtais d'agir de manière irrationnelle, il était sûr que nous pourrions régler cela en privé. Je lui ai posé une question très simple. Si j'étais si irrationnelle, si insignifiante, si inférieure à vous tous, pourquoi étiez-vous tous venus en courant à la seconde où j'ai cessé de vous protéger? Il n'avait pas de réponse. Aucun d'eux n'en avait. Ma mère est passée à autre chose, blâmant mon travail, mon indépendance, la ville où je vivais, la façon dont le succès m'avait endurci. Chloé a dit que j'utilisais l'argent comme une arme. J'ai ri parce qu'il n'y a pas d'accusation plus révélatrice que celle-là venant de gens qui ne remarquent l'argent que lorsqu'il ne coule plus vers eux. Mon père m'a prévenu que je faisais une erreur que je ne pourrais jamais annuler. Je lui ai dit qu'il avait raison sur une chose. Il y a certaines choses que l'on ne peut pas annuler. Une phrase comme « Pourquoi gaspiller de l'argent pour toi ?» en est une.
L'habitude en est une autre. Quand ils sont partis, ma mère était furieuse. Mon père essayait d'avoir l'air digne à travers sa panique. Chloé se disputait à voix basse avec Grant dans le couloir, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti auprès de ma famille depuis l'adolescence. Le calme. Pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que cela avait enfin un sens. Les mêmes personnes qui disaient que je n'étais pas à leur niveau suppliaient maintenant le sol sous leurs pieds de ne pas bouger. Et ce sol portait mon nom. L'horreur a commencé après qu'ils aient réalisé que la culpabilité n'allait pas fonctionner. D'abord, il y a eu la version sociale de la dispute. Ma mère a appelé des proches et m'a dépeinte comme instable. Mon père a dit au fournisseur que j'étais en pleine crise et que j'essayais de le faire chanter. Chloé a publié des citations sur les narcissiques, les filles ingrates, et les femmes qui confondent amertume et pouvoir. Une semaine plus tard, l'un de leurs plus gros fournisseurs a appelé mon avocate, demandant si l'entreprise était sur le point de perdre les locaux parce que la rumeur courait qu'un différend familial menaçait les opérations. C'est alors que mon père a fait son véritable coup. Il a envoyé un dossier par l'intermédiaire d'un avocat, affirmant que le bâtiment avait toujours été destiné à être un actif familial, que ma société n'en détenait le titre que pour des raisons fiscales pratiques. Et qu'Intérieur du Bois avait acquis des droits équitables par des années d'occupation et d'investissement commercial. C'était un argument agressif, que j'aurais pu respecter s'il n'avait pas été cousu de fiction. Joints au dossier se trouvaient des procès-verbaux de réunion censés dater d'une réunion qui n'avait jamais eu lieu, un mémo interne que je n'avais jamais vu, et une signature numérisée qui ressemblait suffisamment à la mienne pour faire hésiter une personne non avertie. Mon avocate n'a pas hésité. Elle m'a appelé et a dit exactement 2 mots qui ont glacé tout mon corps. Ils ont falsifié. Pendant une longue minute, je n'ai pas parlé. Puis je me suis assise à mon bureau et j'ai récupéré toutes les archives que j'avais, métadonnées, chaîne de mai, historique de version, virement bancaire, police d'assurance, le transfert original de grand-mère. Je ne sais pas si mon père pensait que j'allais céder parce que j'étais émotive ou parce que j'étais sa fille ou parce que les gens comme lui supposent que la confiance est la même chose que la compétence. Ce qu'il a oublié, c'est que toute ma profession existe parce que d'autres personnes mentent sur papier et s'offusquent ensuite quand quelqu'un le remarque. Nous avons réagi avec force. Mon avocate a envoyé une mise en demeure de conserver tous les documents, a accusé leur conseil de s'appuyer sur des documents manifestement défectueux, et a déposé une demande de jugement déclaratoire confirmant le contrôle du titre et les droits de marque. La banque, une fois informée du différend et de la garantie retirée, a gelé toute expansion discrétionnaire sur leur compte. 2 grosses expéditions d'inventaire de janvier ont été suspendues. Un blog de design local a capté des murmures selon lesquels Intérieur du Bois faisait face à une instabilité opérationnelle. C'est alors que la famille a commencé à se fracturer d'une manière que les potins ne pouvaient adoucir. Grant m'a appelé en privé un soir. Il a dit qu'il ne voulait pas de détails, mais il avait besoin de savoir si Chloé lui avait menti sur le fait que l'entreprise serait un jour la sienne. Je lui ai dit la version honnête. Chloé avait été promise un trône à l'intérieur d'un royaume qu'elle ne possédait pas. Il est resté silencieux quelques secondes, puis m'a regardé d'une voix qui semblait beaucoup plus âgée que lorsque je l'avais rencontré. 2 jours plus tard, leurs photos de fiançailles ont disparu de sa page. Pendant ce temps, mon père a tenté une dernière intervention familiale à la salle d'exposition elle-même. Il m'a invité sous prétexte de discuter d'une sortie structurée. Quand je suis entré, ma mère, Chloé, l'avocate de la famille et 2 membres du personnel senior attendaient, comme s'ils pouvaient me faire pression en transformant cela en une cérémonie. Mon père a commencé par un discours sur l'héritage, sur le sang, sur l'humiliation d'être contesté par sa propre fille. Il a dit que j'avais toujours voulu prouver quelque chose. J'ai dit que oui, que j'existais, pour commencer. Ma mère a dit que tout cela était parce que personne ne m'avait fait assez d'histoires à Noël. J'ai regardé les 2 membres du personnel et j'ai demandé s'ils savaient que la famille m'avait dit qu'ils ne me gardaient que par habitude. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a rétorqué que les mots privés étaient privés. J'ai demandé pourquoi la cruauté ne devient privée que lorsque des témoins apparaissent. Puis l'avocate de la famille a fait glisser une proposition de règlement sur la table. Il voulait 18 mois pour rester dans l'immeuble au même taux d'occupation minimal, la permission complète de continuer à utiliser la marque, et une clause de non-dénigrement mutuel qui m'aurait muselé tout en les protégeant. En échange, mon père était prêt à reconnaître ma contribution dans une lettre privée. Une lettre privée. Après des années d'irrespect public,
de faux documents et d'une performance de Noël conçue pour me rappeler que je ne comptais pas, il proposait peut-être d'écrire que j'avais été utile. J'ai repoussé la proposition de règlement sur la table et j'ai dit non. L'un des membres du personnel avait l'air de vouloir disparaître. Renifle, l'autre avait l'air d'avoir enfin compris qui gardait vraiment les lumières allumées. Mon père m'a traité de vindicative. Ma mère m'a traité de froide. Chloé a dit que j'essayais de ruiner sa vie. Je lui ai posé une question que je gardais depuis des années. À quel moment exact avez-vous tous décidé que je n'étais de la famille que lorsque je payais les choses? Personne n'a répondu. L'avocate a mis fin à la réunion 10 minutes plus tard parce qu'ils pouvaient voir ce qu'ils ne pouvaient pas. Les faits n'étaient pas de leur côté. La performance, oui. Et les performances ont une durée de vie courte une fois que les documents commencent à parler. L'audience qui a suivi n'était pas dramatique de la manière dont les films aiment imaginer les salles d'audience. Ce n'était pas le tonnerre et les cris et des témoins surprises faisant irruption. C'était quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. C'était une lente humiliation sous des lumières fluorescentes. Mon père est entré vêtu de l'un de ses coûteux costumes gris comme si le tissu pouvait apporter de la crédibilité à des procès-verbaux de réunions falsifiés. Ma mère s'est assise à côté de lui, rigide et offensée. Chloé semblait furieuse et épuisée. Leur avocat avait l'air moins confiant qu'à la réunion de la salle d'exposition, ce qui m'indiquait qu'il avait finalement fait la lecture que ses clients auraient dû faire des années auparavant. Mon argument était simple, historique du titre, dossier de transfert, document de sauvetage financier, retrait de garantie, chaîne de marque, preuve par courriel. Métadonnées montrant que les procès-verbaux de réunion qu'ils avaient soumis avaient été créés 3 jours après Noël sur l'ordinateur portable de Chloé et modifiés 2 fois avant la production. Cette partie a fait marquer une pause même au juge. Leur avocat a essayé de dire que c'était une ébauche mal étiquetée par accident. Mon avocate a demandé pourquoi une ébauche avait ma signature simulée intégrée dedans. Il y a des moments où un mensonge meurt en public et où l'on peut presque entendre l'air s'en échapper. C'était l'un d'eux. Mon père a été directement interrogé pour savoir s'il avait jamais payé un loyer commercial compatible avec les revendications de propriété. Il a commencé par un discours sur les arrangements familiaux et les compréhensions informelles. Le juge l'a interrompu et a demandé des chiffres réels, des mois spécifiques, des comptes spécifiques. Il n'en avait aucun. Chloé a été interrogée pour savoir si elle avait représenté l'entreprise publiquement comme étant détenue par la famille sans clarifier la structure. Elle a dit que tout le monde savait ce qu'elle voulait dire. Le juge a dit que ce n'était pas une réponse. Ma mère n'a jamais été officiellement appelée, mais lorsque les faux procès-verbaux ont refait surface, elle s'est penchée vers mon père et a sifflé quelque chose d'assez aigu pour que même de l'autre côté de l'allée, je puisse voir la panique les traverser tous les deux. Au moment où l'ordonnance est tombée, le résultat était exactement ce que les faits exigeaient. Confirmation du titre dans ma société holding. Confirmation de mon droit de résilier l'occupation. Injonction immédiate sur l'utilisation non autorisée de la marque. Transmission de la question des documents falsifiés pour examen plus approfondi si l'une ou l'autre partie souhaitait la poursuivre. Mon avocate m'a dit plus tard que les juges n'aiment pas qu'on leur présente un mélodrame familial enveloppé de mauvais papiers. Nous sommes sortis et mon père a essayé une dernière fois dans le couloir. Il a dit que j'avais fait valoir mon point et m'a demandé si j'allais vraiment aller jusqu'au bout. J'ai dit oui. Chloé s'est placée devant moi et m'a demandé si ruiner la salle d'exposition me ferait enfin me sentir importante. J'ai dit non. Être traité comme si j'existais aurait suffi. Pendant les 3 semaines suivantes, la réalité a fait ce que le drame déteste le plus. Elle a continué. Les fournisseurs ont durci les conditions. Le lancement d'une collection d'hiver prévue a été annulé parce qu'ils ne pouvaient garantir l'accès à la marque. Un magazine local a discrètement retiré Intérieur du bois d'un article sur les entreprises patrimoniales après une lettre juridique polie mais dévastatrice de mon avocate. Grant a déménagé du condo de Chloé. 2 membres du personnel ont démissionné. Ma mère a cessé de publier. Mon père, qui avait passé des années à agir comme si le bâtiment n'était qu'une toile de fond qu'il pouvait commander pour toujours, supervisait soudainement le papier bulle et les accessoires à prix réduit sous des délais d'urgence. Quand la date limite est arrivée, je ne suis pas allé seul à la salle d'exposition. J'y suis allé avec mon conseil et un serrurier. L'endroit n'était pas détruit de la manière dont les gens vindicatifs détruisent les maisons dans les films. Il était endommagé d'une manière plus coûteuse. Étiquette d'inventaire manquante. Tringle à rideau sur mesure tordue au-delà de toute réutilisation.
Lampe d'exposition sans ampoule. Table en marbre rayée. Dossier de fournisseur disparu. Mesquin, chronophage, délibéré. Sur la table centrale où Chloé filmait habituellement son contenu, une boîte cadeau blanche m'attendait. À l'intérieur se trouvait l'une des étiquettes de vacances de Noël. La mienne vierge. Pas de nom, pas de cadeau, juste l'étiquette vide glissée sous une note écrite de la main de Chloé qui disait « Certaines choses ne changent jamais ». Je l'ai fixé un long moment et j'ai failli rire parce que même après les audiences et la panique et l'effondrement, ils avaient toujours besoin que je sache que dans leur mythologie privée, j'étais le problème. C'est le truc avec les gens comme ça. Ils peuvent tout perdre de réel et s'accrocher toujours au fantasme qu'ils étaient moralement plus grands en tombant. Le serrurier m'a demandé si je voulais jeter la boîte. J'ai dit non. J'ai glissé l'étiquette dans la poche de mon manteau. Certains trophées arrivent dans des emballages plus étranges que d'autres. J'ai vendu le bâtiment 4 mois plus tard à un groupe hôtelier d'Atlanta pour plus que ce que mon père avait dit aux gens que valait toute l'entreprise de la salle d'exposition. Je n'ai pas conservé la marque intérieure du bois active pour ma famille. Je l'ai retiré, licencié quelques archives de design liées aux œuvres originales de ma grand-mère, et j'ai laissé le reste du mythe mourir avec une dignité qu'il n'avait jamais gagnée. Les gens à Bordeaux ont parlé, bien sûr. Certains ont dit que j'étais impitoyable. D'autres ont dit que mon père l'avait bien mérité. Certains ont insisté sur le fait qu'il devait y avoir plus dans l'histoire parce que personne ne ferait vraiment ça pour des cadeaux de Noël. C'était toujours la façon la plus facile pour les étrangers de mal comprendre. Il ne s'agissait jamais de cadeaux. Il s'agissait de hiérarchie. Il s'agissait d'être traité comme structurellement inférieur par des gens dont le confort dépendait de ma volonté de continuer à financer le mensonge. Il s'agissait d'être assez utile pour être exploité et assez invisible pour être moqué. Après la fermeture de la salle d'exposition, mon père a loué un espace beaucoup plus petit en dehors du quartier historique et a essayé de rouvrir sous un nouveau nom. Mais sans l'ancien emplacement, les anciennes relations de crédit ou l'ancienne image, cela n'a jamais eu le même attrait. Le cercle social de ma mère s'est rapidement rétréci une fois que les invitations ont cessé de porter du prestige. Chloé a essayé de se reconvertir dans le conseil et le contenu lifestyle, mais les contrats de marque s'assèchent lorsque votre public réalise que votre monde élégant était surtout mis en scène sur un terrain emprunté. Elle et Grant ne se sont pas remis ensemble. Mon père m'a envoyé 3 lettres au cours de l'année suivante. La première disait que j'avais détruit la famille. La seconde disait qu'il espérait que j'étais satisfaite. La troisième disait qu'il voulait comprendre pourquoi j'étais devenue si froide. J'ai failli répondre à celle-là. Pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce que la question était si révélatrice. Il croyait toujours que la froideur avait commencé avec moi, pas avec un père qui pouvait regarder une fille assise sans rien le matin de Noël pendant que tous les autres déballaient la preuve qu'il comptait. Je n'ai pas répondu. Certaines questions ne méritent pas de réponse. Elles méritent la mémoire. Ma famille élargie s'est principalement répartie en 2 groupes. Les honnêtes ont admis qu'ils avaient toujours soupçonné mon père d'exagérer l'histoire de l'entreprise et de mal me traiter. Les autres ont préféré le conte de fées plus propre où je laissais l'argent me pourrir. Cela m'était égal. Les gens ont besoin de récits à l'intérieur desquels ils peuvent survivre. J'ai créé une nouvelle société au printemps suivant, plus petite et plus pointue, axée sur les transitions d'actifs en difficulté et les litiges commerciaux familiaux. Il s'avère qu'il existe tout un marché pour aider les gens à démêler des entreprises maintenues ensemble par l'ego et le silence. J'étais très doué pour ça. Sur le mur de mon bureau, encadré dans un simple cadre noir, pend l'étiquette cadeau vierge de cette boîte blanche. Pas de nom, pas d'inscription, rien. Les clients demandent parfois ce que c'est. Je leur dis que c'est un rappel de quoi? Du coup d'attendre trop longtemps que les gens reconnaissent ce qu'ils savent déjà qu'ils vous doivent. Est-ce que je ressens de la culpabilité? Non. J'ai ressenti du chagrin. J'ai ressenti de la rage. J'ai ressenti l'épuisement aigre qui vient lorsque vous réalisez que la famille sait exactement où vous blessez et agit toujours de manière choquée lorsque vous arrêtez enfin de saigner pour eux. Mais la culpabilité, pas une seule fois. Parce que la vérité est que je n'ai pas détruit ma famille. J'ai cessé de garantir une performance qu'ils étaient trop arrogants pour croire qu'elle pourrait jamais se terminer. Et de temps en temps, généralement les matins d'hiver calmes, je repense à Noël. Mon père se tenant là avec des cadeaux pour tout le monde sauf pour moi. Ma mère disant qu'il ne me gardait que par habitude.
Chloé souriant comme si la cruauté était la même chose que la classe. Puis je pense au 2 janvier. Le colis, la panique, les appels. Je n'ai pas répondu. Le moment où les gens qui m'avaient traité comme un bruit de fond ont réalisé que toute la pièce était câblée à travers moi depuis le début. Si j'ai appris quelque chose, c'est ceci. Le sang n'est pas une preuve d'amour. La proximité n'est pas une preuve de respect. Et être toléré n'est pas la même chose qu'appartenir. Ils ont passé des années à essayer de me convaincre que je n'étais pas à leur niveau. Au final, ils n'avaient raison que sur une seule chose. Je n'ai jamais été destiné à rester là où ils m'avaient mise.